Bonjour à toutes, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc, je vous propose la suite de mon récit d'accouchement. J'avais commencé dans le podcast précédent, qui s'appelait mes deux premières grossesses, traumatisme. Donc voilà, donc là aujourd'hui, ça va être la deuxième partie de mon récit d'accouchement de mon troisième bébé, qui s'est passé de manière totalement physiologique et non assistée à la maison. Donc quelques jours avant l'accouchement. La période de mon terme approchait à grands pas, et alors? Je me rapprochais dangereusement de la date fatidique du terme. Mais ça ne m'inquiétait pas plus que ça. Bébé sortira quand ce sera le moment. Les dates de terme sont des indications, pas des vérités absolues. Et surtout, qui a décrété qu'un bébé ne devait absolument pas dépasser 41 semaines sous peine d'être en danger? Alors que j'ai très souvent lu des témoignages de mères ayant accouché à 43 semaines, très courant si on laisse faire le corps, voire 45 semaines d'aménorrhée, relativement rare, je vous l'accorde, mais ça existe. Je n'étais pas du tout stressée par cette histoire de terme. Je sentais mon bébé bouger de manière dynamique, surtout la nuit, et je me sentais bien, sereine, j'étais totalement à l'écoute de mon corps. Je ressentais depuis 2 semaines des contractions de plus en plus régulières, mais absolument pas douloureuses. Je pratiquais chaque jour, matin et soir, parfois les deux, au moins 30 minutes de ballon de gym. Je bougeais le bassin dessus, je roulais mon dos dessus, de haut en bas. Parfois, juste après une séance, je sentais que les contractions étaient plus nombreuses, mais étant donné qu'il n'y avait aucune douleur, je savais pertinemment que ce n'était pas un début de travail, mais bien une occasion de plus pour mon corps de s'entraîner avant le grand jour. 3 semaines environ avant l'accouchement, j'ai eu une très violente douleur au niveau des côtes et de la cage thoracique. Tiens, ça ne vous rappelle rien? Avec l'expérience de la première grossesse, j'ai tout de suite su que c'était bébé qui était en train de se retourner et qui appuyait sur mes côtes, m'obligeant à me concentrer sur ma respiration ventrale pour atténuer les douleurs qui étaient vraiment très fortes. Mon mari pensait qu'il s'agissait de contractions de travail, mais je savais que ce n'était pas ça. Les contractions de travail augmentent en intensité peu à peu, plus ou moins rapidement selon les femmes. On note une évolution dans la douleur le plus souvent. Alors que là, c'était une douleur aiguë située au niveau des côtes, donc rien à voir. Je respirais donc profondément en étant très concentrée sur mon souffle, puis j'ai eu le besoin de prendre un bain chaud. Et là, le poids du corps étant très largement diminué dans l'eau, la pression au niveau de mes côtes se relâcha quasi instantanément. C'était la seule vraie douleur que j'ai eue durant ma troisième grossesse. Et j'ai pu y remédier, par la grâce d'Allah, sans panique ni intervention extérieure, car je fais mon maximum pour être totalement à l'écoute de mon corps. Je me sentais prête à accoucher, à la maison, seule, avec mon mari. Je lui avais préparé une liste de tout ce qu'il fallait faire dès que le travail commençait. Tout était prêt, mon mari aussi était prêt, on avait hâte de vivre cette expérience qui allait nous marquer profondément. Il m'avait aussi demandé de faire une simulation de l'accouchement, pour qu'il se sente moins perdu le jour J. Cela peut paraître ridicule, mais en fait loin de là. Cela prouvait véritablement que mon mari était impliqué dans ce projet de naissance et qu'il voulait être fin prêt pour agir au mieux. Bien sûr, nous nous étions également renseignés sur l'hôpital le plus proche en cas d'urgence, et je savais qu'il y avait toujours l'option de la sage-femme, que j'avais vue une seule fois en 9 mois, qui pratiquait les accouchements naturels dans son cabinet en centre-ville, au cas où finalement je ne me sentais pas capable d'accoucher seule. Ce qui est important à souligner également, c'est que durant toute ma grossesse, j'étais entourée de deux, trois mamans, d'au moins 4 enfants chacune, qui avaient déjà tout accouché plus d'une fois seules à la maison avec leur mari. On en parlait très souvent et dès que j'avais une question, un doute, une peur, je leur en parlais. Et ça m'a beaucoup apaisée tout au long de ma grossesse. D'ailleurs, j'en profite pour préciser que je n'encourage personne à accoucher seul chez soi sans avoir pris toutes les précautions nécessaires avant. De plus, je conseille même à celles qui veulent accoucher chez elles pour la première fois de le faire en compagnie d'une sage-femme. Tout a commencé avec une envie irrépressible de marcher. Mode randonnée activé, 1h30 de marche. Comme une envie de partager un dernier moment en famille, à 4, en pleine nature autour de chez nous. Un après-midi, 2 jours avant la fin de ma période de terme, j'ai proposé à mon mari d'aller nous promener avec les enfants dans les petits chemins escarpés de campagne autour de chez nous, histoire de provoquer des petites secousses bien efficaces pour ouvrir le col et lancer le travail.
J'avais cette envie de me vider la tête, de m'évader, de profiter de ces derniers instants enceintes, avec ce sentiment très fort que ça serait la dernière promenade familiale à quatre. C'était un sentiment intense, un ressenti que je ne saurais expliquer, mais j'en étais sûre, c'était pour très très bientôt. Pendant cette 1 heure et demie de marche en terrain tortueux et vallonné, j'ai savouré chaque seconde. Je me sentais apaisée, tranquille, un sentiment de sérénité profond m'envahit. Je n'avais jamais été aussi zen et certainement pas en étant sur le point d'accoucher. Il faisait beau, le ciel était bien bleu, le soleil nous éblouissait presque, on se sentait bien. Le début des choses sérieuses, 18 heures, quelques contractions douloureuses par-ci par-là. L'effet de la mini-randonnée familiale ne s'est pas fait attendre. À peine arrivée à la maison, je ressentais la douleur des contractions devenir vraiment gênante. Mais bon, elle n'était pas du tout régulière, donc je me disais que j'avais le temps. Dans le doute, car on ne sait jamais, parfois ça va très vite, je demande à mon mari d'installer ce qu'il a affectueusement appelé par la suite mon terrain de jeu. À savoir, une sorte de bâche transparente de protection sur la laisse du matelas, mieux vaut 2 protections qu'une, un rideau de douche sur le grand tapis à côté du lit, 2 vieux draps qui recouvrent le rideau de douche, un ballon de gym, une chaise, un paquet de petits allèges jetables en cas d'évacuation de sel inopiné. J'ai passé ma nuit à essayer de trouver la position qui me soulageait le plus pendant les contractions, assis sur le ballon, la jambe droite surélevée, debout, puis pour finalement découvrir qu'allongé dans mon lit sur le côté gauche, en me concentrant à 3000% sur ma respiration, était de loin la meilleure position. Les contractions n'étaient toujours pas régulières, mais j'avais toujours cette idée que c'était peut-être pour cette nuit. Je finis par m'endormir, et lorsque je me suis réveillée le matin, j'étais toujours enceinte. Le lendemain, toute la journée, ça travaille fort. Ce n'était pas pour cette nuit finalement. À 6 heures du matin, cette petite marche avec mon mari, avec montée et descente des marches devant la maison. Les contractions sont de plus en plus présentes, mais toujours très irrégulières et très supportables. Je me suis donc levée de cette nuit très agitée, un peu fatiguée, mais heureuse d'avoir trouvé la position qui m'a permis de me reposer un peu et de gérer ce début de travail. Je me lance donc dans mes activités quotidiennes habituelles, naïvement, comme si de rien n'était. En même temps, je n'allais pas rester sans rien faire, donc autant être active. Et c'est au moment de préparer le déjeuner que je me suis dit « Ok, là c'est pour cette nuit, c'est sûr, Inch'Allah ». 11 heures du matin. Les contractions s'intensifient, toutes les 10 minutes, m'obligeant à stopper les activités à chaque fois, à m'asseoir les jambes écartées, le haut de mon corps penché en avant, me concentrant uniquement sur ma respiration. La visualisation de la vague, une image mentale qui m'a aidé à gérer mes contractions du début à la fin du travail, a été très efficace pour moi. Quand la contraction montait, je visualisais la montée de la vague et une fois au sommet, la contraction partait peu à peu. 17 heures, tout s'emballe. Ce sera pour cette nuit, aucun doute là-dessus. Mon mari me propose d'aller faire le tour du pâté de maison, j'en suis incapable. Je m'arrête toutes les 5 minutes pour me plier en deux, c'est douloureux. Je me suspends au barreau de la fenêtre à l'extérieur de la maison, ça me soulage. 20 heures, les 2 grands sont sur le point d'aller se coucher. Je suis dans la chambre, je respire sur mon ballon, mon mari gère les enfants. Le diffuseur d'huile essentielle est en place. Quel soulagement de se dire que les enfants dorment paisiblement dans leur lit comme d'habitude. 22 heures, envie irrésistible d'aller prendre un bain. Alors qu'à la base, je m'étais dit que ça ne me conviendrait pas. Les contractions s'intensifient dans l'eau m'aide à bien me détendre entre chaque contraction. 23h30, je veux sortir du bain à tout prix. Je ne supporte plus l'eau. Je me lève, je perds presque simultanément le bouchon muqueux et les os, c'est la fontaine, il y en a partout. Mon corps commence à se mettre à pousser tout seul, petit à petit, sans que je n'ai rien à faire. C'est ce qu'on appelle la poussée involontaire. C'était la première fois que ça m'arrive, après 2 grossesses, pour la 3e. À ce moment précis, je me dis que c'est la première fois que je vais vraiment accoucher en respectant toutes les étapes physiologiquement prévues pour ça. Après 1 heure entre contractions et petites poussées involontaires, je sens la tête descendre progressivement dans le vagin. Et surtout, je n'ai plus du tout de contractions qui tirent dans le bas-ventre. Quel soulagement! Je ressens juste cette tête qui avance lentement à chaque poussée involontaire.
Je suis accroupie, puis je ressens le besoin de me mettre debout, penchée sur l'assise d'une chaise pour me soutenir car mes jambes commencent à ne plus me tenir. Et c'est à ce moment-là que l'accompagnant est essentiel, surtout pour un premier accouchement physiologique. Je dis à mon mari que je n'y arriverai pas, que je n'ai plus de force, que je ne vais pas tenir. J'avais prévenu mon mari depuis un certain temps de cette phase de désespérance en fin de travail. Et il a donc réagi comme il le fallait. Il m'a rassuré, m'a fait un rappel et m'a dit d'invoquer beaucoup notre Créateur. Et il m'a dit que j'étais si près du but que je ne pouvais pas lâcher maintenant. Il m'apporta du miel et de l'eau, ce dont j'avais besoin à ce moment précis, une fois de plus. Il était totalement à l'écoute. Pour m'encourager, il décida de regarder comment le travail avançait et me dit qu'il voyait la tête. Mais il remarquait aussi qu'à chaque poussée involontaire, la tête descendait beaucoup, mais repartait un peu en arrière à chaque fois. Je lui dis que c'était normal, c'est une manière d'assouplir le vagin et le périnée en faisant des sortes d'allers-retours pour qu'au moment de la sortie, il y ait le moins de déchirures possible, voire rien du tout. Cette information, je l'avais eue quelques jours avant en écoutant un récit de grossesse sur YouTube. Alhamdoulilah. Comme quoi, lorsqu'on désire accoucher à la maison, il est important, voire indispensable, de lire et d'écouter un maximum de récits d'accouchement à domicile pour avoir le plus d'informations possible. Après 1 heure de poussée involontaire toutes les 5 minutes environ, mon mari se rend compte que la tête descend plus rapidement quand je suis debout plutôt qu'accroupie ou penchée. Je suis épuisée, mais j'arrive à trouver la force, et c'est le Créateur qui donne la force, de me maintenir debout. Et là, très grosse poussée, comme une envie irrépressible d'expulser ce petit être qui, de toute évidence, veut sortir maintenant. Je ressens une sensation de brûlure extrême. C'est une douleur presque insurmontable, qui dure 5 secondes, mais je n'ai jamais connu une telle douleur. La tête sort d'un coup, je pousse un cri de soulagement, le seul de tout le travail, puis la douleur des brûlures s'en va instantanément, comme si elle n'avait jamais existé. La tête est sortie, le plus dur est passé, me dis-je. J'attends la prochaine poussée involontaire pour sortir le reste du corps, et là, bébé se met à crier. Je ne vous raconte pas nos têtes à mon mari et à moi. La tête en dehors, le corps dedans, et bébé qui crie. Je ne m'y attendais absolument pas. Je m'étais plutôt préparée à une éventuelle détresse respiratoire, j'avais appris des gestes pour stimuler le bébé qui avait du mal à prendre sa première bouchée d'air, j'étais prête à ça. Mais là, quelle surprise, mais en même temps quel soulagement. 1 heure et demie du matin, dernière poussée involontaire, le reste du corps sort tout seul, mon mari et moi, on le réceptionne, les larmes de soulagement et de joie coulent un peu. On l'a fait. Je m'allonge en position semi-assise sur le lit qui était juste à côté en faisant bien attention à ne pas tirer sur le cordon. On découvre alors le sexe du bébé, c'est une petite fille. Je la mets en peau à peau sur mon ventre avec une serviette et une couverture sur elle. On reste comme ça un long moment. Mon mari m'apporte à manger et à boire, j'en ai besoin. Puis, quelques temps après, je dirais 1 demi-heure, bébé se met littéralement à ramper vers le téton, comme aimanté par ce besoin de prendre sa première tétée, cette récompense après un si long et difficile parcours du combattant. Et la voilà quelle tête, en peau à peau contre moi, toujours bien couverte de la couverture avec son petit bonnet sur la tête. Un sentiment d'accomplissement et de complétude à ce moment précis, pas de doute, elle est bien là. Et le placenta alors? J'avais lu à plusieurs reprises que le placenta sortait spontanément 1 heure et demie environ après l'accouchement, surtout quand on mettait bébé au sein. Donc j'attends, ma fille s'endort au sein, toujours connectée avec son cordon ombilical, devenu tout blanc et sans aucune vie. À la base, j'aurais voulu clamper le cordon une fois le placenta sorti. Mais 2 heures après l'accouchement, le placenta ne sort toujours pas. Je décide donc de clamper le cordon pour pouvoir habiller ma fille, qui n'avait pas du tout froid collé à moi, mais bon, il fallait bien que je l'habille un jour. Et comme ça, mon mari pourrait enfin la prendre dans ses bras. Une fois ma fille habillée et blottie dans les bras de son papa, je décidai tout de même d'appeler une très bonne amie à moi, elle-même mère de 5 enfants qu'elle avait tous accouchés à domicile, avec et sans sage-femme. Je me sentais bien, je n'étais pas stressée, car je voulais savoir si c'était normal, ou du moins si elle avait déjà lu que le placenta pouvait prendre plus de 2 heures à sortir. Directement, elle me rassure et me dit que certaines femmes témoignent que leur placenta était sorti 12 heures après l'accouchement. Donc il n'y avait pas trop de quoi s'inquiéter. Du moment que j'allais bien, qu'il n'y avait pas de saignement, pas de sentiment de panique, que je me sentais pas faible ou autre, il sortirait quand il sortirait.
Elle me conseilla de boire beaucoup de tisane de feuilles de framboisier pour provoquer les contractions, d'expulsion placentaire, et elle m'encourage à aller uriner peu après pour déclencher la descente du placenta. Donc tranquillement, mon mari prépare la tisane, je la bois, et je me dirige 1 heure après aux toilettes. Sur les toilettes, je me mets à pousser très légèrement pour uriner, et là, le placenta sort tout naturellement en entier dans les toilettes. Quel soulagement physique et mental une fois que le placenta est sorti. Le mot délivrance est de loin le meilleur mot pour la sensation que l'on éprouve à ce moment-là. Enfin, ça y est, c'est terminé, j'ai accouché à la maison. Je précise que je n'ai eu aucune déchirure, uniquement quelques petites éraillures, mais je n'en suis même pas sûre, car lorsque j'urinais, par la suite, je ne ressentais aucune brûlure, et quand je regardais avec un miroir, je ne voyais rien. Voilà, j'ai enfin fini de vous raconter mon récit d'accouchement non assisté à domicile. Je suis bien consciente de la longueur de ce podcast, mais franchement, je ne pouvais pas faire autrement. Et je ne pouvais pas faire moins long. J'espère que ce que vous avez lu vous encouragera à avoir l'accouchement le plus physiologique possible. Je vous conseille de bien vous renseigner sur l'accouchement, de lire beaucoup de récits d'accouchement et de vous faire accompagner pour préparer votre corps à ce marathon incroyable qu'est l'accouchement. Je vous conseille également d'être accompagné lors de l'accouchement d'une sage-femme ou d'une femme qui a déjà accouché plusieurs fois, comme une doula ou une femme d'expérience. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sous cette vidéo, j'y répondrai avec grand plaisir. Je propose également des accompagnements personnalisés à la grossesse et à l'accouchement. Pour tout renseignement, tout est dans la barre de description sous la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très très bientôt pour un nouveau podcast.